Bonjour les copains, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la patate parce que moi je suis au taquet parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 1 des podcasts, des interviews. Voilà, c'est une nouvelle rubrique que j'ouvre, j'espère qu'il y en aura plein de numéros et en tout cas aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver avec mon invité. On va retrouver dans les studios un ambassadeur, le nouvel ambassadeur de chez Ultimate Fishing, qui va nous parler de ses pêches, qui va nous parler de ses techniques, qui va nous parler de ses leurres préférés et qui va même nous parler de certaines nouveautés 2024 de chez Ultimate que vous allez découvrir. Bref, je vous laisse regarder ce podcast. Alors ce podcast, c'est particulier parce qu'un podcast, on peut le regarder, mais un podcast, on peut aussi l'écouter. Pas forcément besoin de regarder les images. Vous pouvez le mettre dans le bus, dans votre voiture, dans le métro, où vous voulez. Bref, mais vous pouvez aussi regarder les images. Et surtout, vous nous laissez dans les commentaires toutes vos questions. Romain ou moi, on répondra à tout ça. Je vous laisse regarder tout ça et je vous retrouve à la fin. Ciao les copains. Bonjour mon Bézo, écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui. C'est le premier podcast, voilà, c'est une nouveauté de l'année 2024 sur la chaîne. Et je ne pouvais pas commencer une série de podcasts sans commencer par toi, ça me semblait normal. Au vu du temps qu'on a passé sur l'eau ensemble, au vu du nombre de vidéos qu'on a pu avoir ensemble, au vu de toutes les nouveautés, tu vas nous en parler parce qu'en effet, voilà, tu es maintenant rentré dans l'équipe en Ultimate. Tu vas nous parler de tout ça tout à l'heure, parler aussi des nouveautés. Donc, bah voilà, je vais te poser un petit peu de questions et puis on va passer un petit moment ensemble. Et puis, si bien sûr, vous qui regardez, vous avez des questions, bah, vous n'hésitez pas, vous nous les posez en commentaire et on vous répondra à tout ça, bien sûr, dans les jours qui viennent. Alors, mon Bézo, j'ai envie de commencer par une question. Bah, tu es qui? Tu es qui? Tu es qui dans le monde de la pêche? Tu viens d'où? Comment tu as commencé la pêche? Raconte-nous un peu ton histoire. Alors moi c'est Romain, Fournier pour ceux qui ne le savent pas. J'ai commencé la pêche à l'âge de 6 ans avec mon père, où on a évolué sur plein de techniques de pêche différentes. Et au fur et à mesure du temps, je me suis un peu plus rapproché du leurre et de certaines techniques. Et puis voilà quoi. Donc c'est bien, tu nous as résumé là en quelques secondes 31 ans de ta vie, mais surtout combien? 26, 25 C'est ans de ça, pêche? 26 ans. 26 ans de pêche. Bon, une super expérience. Bon, ces dernières années, nous, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Je sais pas, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, je sais plus, même, Ouais, je ça t'aurais fait bien mal dit quand même, 7 hein? ans, ouais. Je t'aurais bien dit Ouais, 6-7 ans, ouais, sûr. ça doit ressembler à ça et à pas mal d'heures, sur l'eau. Et j'ai envie de te demander, voilà, sur toutes ces années-là, est-ce que tu as un truc qui t'a marqué un petit peu plus dans des histoires de pêche, dans des poissons incroyables, dans des loupés incroyables? Je sais pas, est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué plus? Et puis voilà, là, tu te réfléchis dans ta mémoire et tu te dis: «Tiens, ah ça, j'ai envie de le raconter». Euh, je vais pas partir sur une anecdote drôle ou quoi. Et j'ai plutôt quelque chose qui nous a marqué. Un coup, on était avec Kevin et on pêchait au large de surface. Et on avait un peu cette question de tête. On savait que les couleurs avaient vraiment leur importance notamment le bar. Et on a passé une journée où clairement on a dû évoluer par rapport au changement de la couleur de l'eau, du soleil. On a dû évoluer toute la journée vraiment que au large de surface à faire beaucoup de couleurs différentes. Et en fait, on se retrouvait où à un moment donné, on pêchait voilà, un plein soleil ou transparent, on pêchait coloris iwashi où ça cartonnait. Tout d'un coup, une coupure nette. Le hop, l'eau s'est légèrement troublé. On est passé au gosselançon. Bref, on a dû changer au moins 10 fois de coloris dans la journée. Et c'est là qu'on a compris vraiment l'importance des couleurs des leurres par rapport à la luminosité, par rapport à la teinte de l'eau et tout. OK, Ça a ouais, une été belle pour moi journée. Ouais, non, je te dis, c'est vraiment pour moi quelque chose qui m'a appris beaucoup, beaucoup sur la coloris des leurres et le choix par rapport à la lumière, tout ça. Ça me rappelle, moi, des sorties qu'on a pu faire ensemble où en effet, parce que je crois que tu as une particularité qui m'a toujours épaté et qui fait aussi que tu es le pêcheur que tu es aujourd'hui, c'est cette capacité à tester, décrocher des leurres, en remettre d'autres, des formes, des couleurs, et cetera, jusqu'à temps de trouver le bon. Et c'est vrai que je constate, y compris pour moi-même, que souvent on est un peu statique sur un leurre qu'on utilise pendant une demi-heure, une heure, en se disant à un moment donné ça va décrocher. Non, toi voilà, tu testes, et puis c'est comme ça aussi que tu évolues et que tu es devenu le super pêcheur. Je sais que tu vas me dire que non, tu n'es pas un super pêcheur, mais si, tu es un super pêcheur. Et tout le monde le sait, il l'a déjà vu dans tes propres vidéos, parce que tu as une chaîne LH Fishing que vous pouvez aller voir sur YouTube, et puis dans les vidéos qu'on a pu faire ensemble. Ta réponse, là, elle m'intéresse parce que justement, je sais de toi que tu as un touche-à-tout. Parce qu'ensemble, je pense qu'on a pêché quand même énormément de poissons. On a été à l'arrêt, on a été à la dorade, bien sûr, je ne sais combien de fois au bar, au lieu, au turbo, etc. On a même été en Bretagne pêcher ensemble sur d'autres poissons, pagres ou autres. Euh,
C'est quoi ta pêche préférée? Voilà, c'est quoi? Est-ce que tu as un poisson que tu préfères que les autres? Et est-ce que tu as une technique que tu préfères par rapport aux autres? Ah, comme je viens de le dire, alors personnellement, ouais, le bar est vraiment un poisson qui m'attire énormément. Et peu importe où je vais, ça reste toujours un poisson que j'adore pêcher, dû à sa combativité, la beauté de ce poisson et tout. C'est vraiment un poisson que j'adore. Et la pêche sur leur surface. Pêche sur leur surface parce que, comme je dis souvent, c'est une pêche visuelle ou qui donne envie et tu sais très rapidement s'il y a du poisson sur zone avec leur surface parce que c'est une pêche visuelle. C'est une pêche visuelle de contact. Et pour moi, il y a pas de plus belle pêche que la pêche du bord de surface. Et je me rappelle avoir pris un sacré nombre de déculottés. Je crois que j'ai réussi une fois à faire un peu plus de poisson que toi. Je crois, mais qu'une fois. Et encore, il faut vraiment que je gratte. Je suis pas certain à 100%. Mais ouais, tu es vraiment un expert de cette pêche-là, que ça soit du bord, on a fait des sorties aussi ensemble, ou en bateau. Et c'est vrai que ça, tu maîtrises bien. Peut-être en effet les expériences que tu as eues aussi avec Kevin, voilà, sur des tests, sur des couleurs. Mais c'est vrai que là, tu as une lecture de l'eau qui change par rapport à ce que moi je fais. Et je peux approuver que tu es vraiment un expert de cette pêche-là. Tiens, justement, sur cette pêche-là, je sais que tu fais des animations, on va en parler après par rapport à ton équipe Ultimate, mais euh, s'il y a un débutant qui vient te voir et qui te demande conseil sur, tiens, je voudrais commencer, je voudrais débuter dans la pêche du bar au leurre de surface, tu pourrais donner quoi comme conseil? Peut-être sur le matériel, sur les techniques, sur des couleurs, c'est quoi? Comment t'accompagnes un débutant? Bah, déjà, la première chose, je le dis souvent, les gens snobent un peu cette partie parce qu'ils disent qu'une canne, ça pêche, mais voilà, il y a déjà une importance, c'est la canne à pêche. Moi, j'utilise une canne qui s'appelle la 82 SP82 MH. Elle fait 2,50 m en 14,42 grammes. C'est vraiment la canne idéale pour pêcher au leurre de surface sur des leurres qui font de 110 à 150. C'est vraiment la canne idéale et c'est très important de s'équiper d'une canne avec ces caractéristiques-là, pour évidemment dire celui-là, vache. Là, c'est vraiment important de s'équiper déjà du bon matériel, du bonne tresse, du bon fluoro, du bon moulinet. C'est comme voilà, on roule pas en Audi avec des enjoliveurs. C'est la performance, ça s'obtient avec un tout. Après derrière pour le leurre, moi j'ai trois références qui sont pour moi qui sortent pas de ma boîte et j'ai que ces trois là. Ça va être l'Asturie quand on a des mers hachées. Alors l'Asturie, il faut le savoir, on a tendance toujours à vouloir l'animer en lui faisant un walk in the dog, et en fait c'est pas du tout le but de ce leurre-là. Le but de ce leurre-là, c'est vraiment de l'animer un peu à l'esprit de l'orphie qui fuit son prédateur. Donc vraiment, c'est de le ramener en continu et vraiment de le faire surfer sur la vague qui tape un peu dans tous les sens. Et l'Asturie réagit très très bien dans les mers hachées. Après, un autre que j'aime utiliser, c'est le Panchenko. Le Pachenko, hein, c'est vraiment un leurre qui tient super bien la vague. Donc, il va s'utiliser, on va dire, quand la mer bouge un peu ou même quand elle est lisse. Il fait vraiment beaucoup de bruit, des grosses éclaboussures, ça réveille vraiment le poisson. Et le dernier que j'adore, un incontournable pour moi, c'est le Z-Claw. Quand vraiment les mers sont vraiment lisses, le Z-Claw les fait vraiment bouger. Ouais, c'est 3 leurres avec lesquels je t'ai vu souvent pêcher. Et bon, voilà, on sait que la pêche, le matériel, ça a un coût. Si on voulait se dire, tiens, j'en achète qu'un, tu choisirais la couleur qui te semble la plus polyvalente dans ces gammes de trois leurres que tu viens de citer, ça serait laquelle? Ou est-ce qu'il y a une couleur par leurre que tu définirais vraiment comme étant la plus polyvalente? Alors déjà, si on parle encore du débutant, je le dis toujours, quand on commence la pêche, il faut se sectoriser sur des couleurs qui sont, on appelle des valeurs sûres. Quand on commence la pêche, on commence pas avec du rose, du jaune, des couleurs complètement extravagantes. Il faut rester sur des teintes naturelles, ce qui va être le vert, le blanc, le bleu. Donc, pour commencer au leurre de surface, moi, il y a un leurre que pour moi c'est l'un des meilleurs, c'est l'Asturie coloris Ghost Lançon en 130. C'est la coloris Ghost Lançon, ça reste une coloris qui est passe-partout, qui marche sur une eau qui est, on va dire, peu chargée, avec peu importe un peu la luminosité, mais vraiment c'est un leurre qui les fait bien réagir. Un blanc, forcément, à toujours avoir dans sa boîte. Et après, il y a une couleur qui s'appelle le 500G ou le cabot. Ça va être deux coloris qui vont très bien répondre quand les eaux vont être très claires et avec un beau soleil. Je pense il faut savoir répondre à ces trois paramètres-là, en fait. Ton sombre, enfin, la couleur du ciel, la couleur de l'eau et le paramètre mer, c'est-à-dire la hauteur de la houle, savoir comment ça bouge. Donc pour répondre à ces trois paramètres-là, bah, déjà les coloris, donc ton sombre,
couleur sombre, temps clair, couleur claire. Mais Un voilà, en classique. restant sur voilà. Moi, pour moi, les 3 coloris que je préfère où je fais le plus de poissons, c'est Gosse-Lançon, 500G et Leblanc. Ok, bon bah voilà, on a déjà de quoi équiper sa boîte quand on est passionné comme toi de de cette pêche. Il y a pas mal d'innovations dans le monde de la pêche. Alors je mets dans le monde de la pêche au sens large, hein, y compris dans les bateaux, dans les choses comme ça. Pour toi, dans toutes les évolutions techniques ou technologiques qu'on a pu voir, allez, ces 10 dernières années ou ces 5 dernières années, est-ce qu'il y a des choses qui pour toi sont particulièrement importantes, fondamentales à voir quand on a envie de réaliser des belles pêches comme tu le fais? Bah, on va parler un peu plus centré sur le bateau, on va dire parler de la technologie. Moi, je trouve que le relief shading fait énormément pour la pêche parce que ça nous permet, je le dis toujours, hein, il faut absolument, comme tu me l'as dit tout à l'heure, il faut absolument sortir de ses zones de confort. Arrêter de tout le temps aller sur les mêmes zones. À un moment donné, on fatigue les poissons et on obtient des moins bons résultats. Donc, l'importance du relief shading nous permet de connaître les natures du fond et de repérer la même nature qu'on avait l'habitude de faire du poisson, peut-être un autre endroit qui nous permettra de découvrir des nouveaux spots. Ouais, je te rejoins beaucoup là-dessus. J'avais fait quelques tutos sur la page et c'est vrai qu'on l'a vécu, y compris ensemble, hein. Déjà, il y a ce premier conseil, c'est aussi de préparer sa sortie de pêche, c'est-à-dire de réfléchir avant en se disant, tiens, voilà, je prends une carte et je vais pas forcément toujours au même endroit. Ou quand je vais au même endroit, je me dis, tiens, je vais aller passer une demi-heure sur cette zone-là pour essayer de découvrir. Et combien de fois ensemble, des fois tout simplement en rentrant en port, on découvre une pierre qui est pas toujours très très grosse, mais une pierre qui est posée là au sol et on s'aperçoit que quand on y vient tranquillement derrière, on arrive à faire des belles pêches. Et c'est vrai que l'électronique, quelles que soient les marques, hein, il y a quelques grandes marques et elles sont toutes performantes de toute façon là-dessus, permettent aujourd'hui d'avoir une lecture du fond qui est complètement différente de ce que l'on pouvait avoir avant. Et puis ça évolue encore beaucoup aujourd'hui. Donc je pense que moi je te rejoins. Hein, je pense que l'électronique a beaucoup fait évoluer la pêche comme ça, pour notamment la pêche, enfin surtout la pêche en bateau, bien sûr. Et en complément avec la technologie, alors c'est sûr, hein, la technologie nous aide énormément, c'est quand même un très bon outil, notamment pour celui qui commence. C'est toujours rassurant de voir des poissons, même quand ça mord pas, on pense toujours qu'il est en mode démo, mais c'est quand même son côté très rassurant. Maintenant, je le dis, faites attention de ne pas mettre des sondes qui sont trop puissantes. Parce que très clairement, les ondes qu'elles émettent font redescendre les poissons dans la couche d'eau et peuvent complètement retourner notre situation de pêche. Et on l'a vu très clairement, hein, nous on a Cyril qui a un super bateau avec une sonde qui envoie 1 kilo. Et premier passage, on voit les poissons, deuxième passage, ils sont redescendus, troisième passage, il n'y a plus rien. Donc, bien se servir de sa trace et GPS, une fois qu'on a ciblé le poisson, qu'on sait où ce qu'il est, on fait stop sonde, on arrête la sonde clairement et on suit qu'à la trace GPS. Et au moment où on voit que ça mord moins, on redémarre le 2D et on recherche le poisson. Mais il faut vraiment faire attention, ça, surtout quand il n'y a pas de bruit, qu'il n'y a personne autour de nous, il n'y a pas de perturbation. C'est vraiment un élément qui est à prendre en compte, qui peut vraiment casser sa pêche. Ouais, clairement, tu as raison de dire ça parce que c'est vrai qu'en mer, on y pense beaucoup moins, alors qu'en eau douce, je pense notamment aux pêcheurs de cendres, savent ça depuis très très longtemps et certains pêcheurs de cendres ne mettent pas du tout les sondeurs parce que justement, ce sont des poissons qui sont très 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 sensibles aux ondes. Et je pense que tu as raison de le préciser pour la mer parce que des fois, on se suréquipe un peu parce que des fois, on voit des équipements qui sont un peu délirants par rapport aux pêches que l'on a, mais tout le monde a le droit de se faire plaisir. Tout le monde a le droit de se faire plaisir, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est vrai que ça peut perturber et tu as raison de bien préciser ça, quoi. Merci. Est-ce que toi, tu as des applications sur ton téléphone, toi, qui sont des applications pour toi incontournables quand on aime la pêche, qui permettent de préparer ou qui permettent d'autres choses, je sais pas, la météo, peut-être peux-tu nous dire un petit peu, toi, ce que tu utilises justement pour préparer, parce qu'on a tous un petit peu nos dadas avec nos applications préférées. C'est quoi, toi, tes applications smartphone préférées pour la pêche? Alors, ma première application, c'est un petit cahier que j'ai dans mon garage. Voilà ma première application que j'utilise. Parce que c'est mon expérience de pêche qui me dit, parce que comme je le dis souvent, hein, on peut aller faire du bar toute la semaine. Si on change un paramètre, le poisson, il a tourné d'endroit. Surtout le paramètre vent, qui est très important. Les gens le négligent, mais un changement de direction de vent, les poissons vont forcément se déplacer à un autre endroit. Et moi, je note toutes mes plus grosses sorties, je note le point, le sens du vent, la marée, coefficient, je note absolument tout. Et ça, c'est mon premier indicateur que je regarde avant même de faire une sortie de pêche. La deuxième, Navionics, forcément, pour le relief shading,
que je trouve vraiment très performant, surtout sur notre zone. Ça me permet voilà de me dire tiens on va essayer parce que on va dire que par sortie de pêche, je m'autorise toujours au moins 1h30, 2 heures de prospection de nouvelles zones. C'est un truc qu'on aime bien faire, qui nous fait progresser. On se casse parfois les dents, mais des fois on a quand même des très très belles surprises. Mm. Et la troisième chose, Winguru. Winguru, j'ai jamais été déçu, qui me permet de voir la hauteur de houle, la vague, tout ça pour assurer surtout une sortie en mer en toute sécurité, quoi. Ouais, je me rappelle, moi, d'une sortie, quand tu dis qu'on fait de la prospection à chaque sortie, parce que peut-être que les gens, quand ils te regardent ou quand ils me regardent sur les vidéos YouTube, ils disent, ouais, bah, de toute façon, les gars, ils vont toujours au même endroit, ils savent où est le poisson, etc. Et là, je peux témoigner, en tout cas, qu'ensemble, on a été très souvent sur des zones où on n'avait jamais pêché, juste pour découvrir, juste pour tester. Et je me rappelle d'une magnifique soirée, parce qu'il me semble que c'était en fin de journée, en toute bordure, et d'arriver sur un nouveau spot et de se faire démonter par d'énormes barres au leurre de surface dans, Ouais. il y avait quoi, 1 mètre d'eau, 2 mètres d'eau, avec des énormes splashs à la surface, un endroit où ni toi ni moi on avait été pêcher, où juste en passant on s'est dit tiens on essaierait là bien de faire 2-3 lancers, et ça a été magique, et on y retournait après, et le poisson en effet est vraiment présent sur cette zone, donc comme quoi la prospection, ça vraiment c'est un truc pour moi qui est vraiment fondamental. Euh, on parle de gros poissons là, et de poissons qui font plaisir. Allez, j'ai envie que tu me dises ton top 3 de tes plus beaux poissons, toutes espèces confondues. C'est quoi? Dans la région de Normandie, hein, je parle bien, c'est la région que je pratique le plus. On va pas parler de pêche ailleurs, n'importe quoi. J'ai un turbo de 7 kilos. J'ai un turbo de 6 kilos, donc celui-là, j'étais vraiment content. J'ai un requin taupe d'1,86 m. Ouais, Et pour finir, puisque c'est ma spécialité, j'ai un bar de 1,03 m pour 10,16 kg. magnifique. Je crois que ça fait rêver quand même beaucoup de pêcheurs. Déjà, beaucoup rêvent le plus de 80, voire le plus de 90, et monsieur a réussi à faire un plus d'1 mètre. Bon, des poissons qui sont plus compliqués à trouver aujourd'hui, hein, on est bien d'accord, parce que voilà, les choses sont ce qu'elles sont et on les connaît. Mais Je suis pas bravo d'accord. pour. Ah bon, eh Je pense voilà, explique-nous alors. Et dis-nous. alors bien sûr, hein, des poissons maîtrés, ouais, effectivement, c'est très très rare. Hein, j'en ai fait un dans toute une vie. C'est certainement les poissons d'une vie. Maintenant, les gros poissons vont chercher quand même. Là, à l'image de les pêches qu'on pratique un peu plus maintenant, tout ce qui va être dark slipper, tout ça, ils vont nous permettre d'aller vraiment chercher les poissons dans les failles. Pour ceux qui regardent beaucoup de vidéos de plongeurs ou n'importe quoi, on voit très souvent les poissons qui sont décollés dans la couche d'eau. On voit très souvent les poissons nager. C'est pour ça que j'incite très souvent les gens à pêcher en linéaire ou à la surface, car les poissons, une boule de poisson actif, elle est jamais calée au fond. Du moins très très rarement. À l'inverse, les gros sont des opportunistes. C'est des poissons qui restent terrés dans leur cavité, dans les failles, dans n'importe quoi. Et c'est des poissons qui ont besoin d'être cherchés. Et la plupart du temps, on apporte peut-être un peu de crochet ou n'importe quoi, mais on va pas chercher ces poissons-là. Mais ils sont encore présents et pour preuve, on en a encore fait des très beaux cette année. Et il faut juste se donner la peine de racler proprement et d'aller chercher vraiment toutes les structures qui permettent d'abriter un gros poisson. Donc pour toi, ça pourrait vouloir dire qu'on a des pêches où on cherche un peu la quantité, où on cherche à se faire plaisir en ayant beaucoup de poissons, et c'est pas forcément sur celle-ci où on va taper les gros pépères. Et puis il y a des approches et des techniques différentes pour pouvoir se dire aujourd'hui je vais sûrement en pêcher beaucoup moins. Par contre, ce qui va taper, ça va être du très gros. C'est ça que tu veux dire? Bah ouais, clairement, je vais essayer de le cibler. Et pour ça, moi, c'est ce que je dis. Hein, ça fait 1 an et demi que c'est très rare que je mette des leurres en dessous de 17 cm. C'est assez Ouais. rare, hein. En règle générale, j'ai fait deux, trois vidéos là-dessus, en comparant petit ou gros leurre, où j'ai des amis qui font 5, 6 poissons à dérive, j'en fais un, mais tout de suite, la qualité, elle est au rendez-vous, quoi. Ça remet un peu de Forcément. patience. Ah ouais. Non, non, mais j'entends ce que tu dis. Ça me donne envie de revenir dès que j'en aurai marre du soleil pour pouvoir tester ça. Bon, il y a quand même une grande nouvelle. Moi, j'ai appris, parce que je suis tes réseaux, donc tu es présent sur Instagram, tu es présent sur TikTok, tu as ta chaîne YouTube et sur Facebook. Et puis il n'y a pas longtemps, bah, j'ai vu que monsieur était devenu ambassadeur d'Ultimate Fishing. Alors moi, j'ai envie de juste te dire un truc avant que tu parles. C'est que s'il y a un gars qui le mérite, c'est bien toi.
Parce que, le niveau de pêche, il est là, et ça, tous ceux qui ont envie d'aller se frotter à toi peuvent le faire, et tes résultats dans les concours que tu fais montrent très bien le niveau que tu as. Et puis deux, si moi j'ai toujours été un passionné de Delaland et tu le sais et tu l'as vu, j'utilise à 98% du Delaland. Toi, tu es de l'Ultimate, je t'ai toujours vu avec ça et tester les nouveautés, tester les nouvelles couleurs et tester tout. Et que ça soit la canne, que ça soit les tresses, enfin voilà, beaucoup de choses qui sont distribuées par Ultimate. Donc franchement, moi je suis très content que tu sois rentré dans cette équipe. C'est une belle reconnaissance et tu la mérites bien. Bon, ceci dit, Merci. dis-nous déjà, c'est quoi être ambassadeur? Parce que je sais que beaucoup, notamment beaucoup de jeunes, ont envie de devenir pro-staff, ambassadeur, partenaire, etc. Pour toi, c'est quoi être ambassadeur Ultimate? Ça représente quoi aujourd'hui? Bah, premièrement, une fierté, déjà, pour commencer. Ça, c'est un objectif que je m'étais atteint parce que je suis très attaché à cette marque, dû à cette polyvalence, l'évolution qu'ils ont. Ils suivent toutes les nouveautés qu'il peut y avoir, ils s'adaptent très vite et tout. Donc, rien que pour ça, c'était vraiment mon but, c'était d'arriver chez eux. Et le but, en fait, d'un ambassadeur, tout simplement, c'est d'alimenter forcément les réseaux régulièrement avec les nouveautés, tout ça, pour que les gens prennent confiance aux nouveautés. Parce que actuellement, il y a beaucoup de gens ont du mal à peut-être essayer les nouveautés avant de voir vraiment du résultat. Donc notre rôle, il a, c'est de montrer en même temps que les leurs, ils fonctionnent et de leur donner confiance. Et surtout, la grosse majeure partie, c'est de prendre du temps et voilà, comme aujourd'hui, de discuter avec les gens, de faire des animations, plein de choses comme ça, pour tous les besoins qu'ont les pêcheurs. Peu importe que ce soit expérimenté, débutant, on apprend tous de chacun, peu importe l'expérience et l'âge. Voilà, on est vraiment sur une thématique d'échange et qui me passionne déjà depuis longtemps, quoi. Ouais, que tu pratiques depuis très longtemps. Et là, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je crois que la chose la plus gratifiante dans ces rôles d'ambassadeur, de pro-staff, enfin voilà, de ce partenariat que l'on peut avoir, c'est les rencontres et les belles rencontres. Et d'ailleurs, nous en sommes une preuve, parce que si j'avais Et pas oui. fait une petite animation aux pêcheurs normands au Havre pour de la Lande il y a quelques années, où on s'est croisés la première fois, ben voilà, on n'aurait pas passé tout ce temps et on n'aurait pas construit cette amitié que l'on a ensemble. Et ça, voilà, c'est vraiment des moments merveilleux d'ambassadeur. Et puis en effet, voilà, C'est ce clair. plaisir de tester des nouveautés, de participer aussi, hein, en faisant des retours aux marques, en se disant tiens, voilà, j'ai testé tel truc qui va sortir, j'en pense ça, j'en pense ça. Ça permet aussi d'affiner la pêche. Et ça, c'est vraiment top. On est sur vraiment Ultimate sélectionne très clairement leurs gars. Ils prennent pas au hasard. C'est vraiment une grosse sélection. Ça, c'est pas, faut pas croire que c'est dû que au réseau qu'on est pris chez Ultimate. Ils prennent vraiment tout en compte, son expérience de pêche, tout ça. Et ce qui me plaît vraiment, c'est qu'on est vraiment, vraiment à l'écoute. C'est-à-dire qu'on peut apporter des nouveaux projets, ils demandent à tout le monde, corriger le cahier, le catalogue. On est vraiment, peu importe le statut, on est tous englobés là-dedans. Ils font des grandes réunions et tout pour qu'on soit tous au courant. On a des messages très réguliers et tout. C'est vraiment plaisant. On se sent vraiment concerné par cette entreprise. Bon, en tout cas, félicitations parce que, c'est une belle marque et tu le mérites. Je l'ai déjà dit, je me répète, mais c'est pas grave. Et tu mérites vraiment d'être représentant, ambassadeur de cette marque Ultimate. Moi, j'ai envie de te poser question parce que j'ai toujours été un petit peu épaté, notamment parce que j'ai eu le privilège de rentrer dans ta caverne, dans ton garage, de découvrir ton plafond, découvrir ton mur de photos, qui est un mur magnifique avec plein de souvenirs, des belles photos avec ton père, des belles photos avec des copains, des magnifiques poissons, etc. Et donc, dans cette caverne, en effet, au plafond, il y a plein de cannes rouges. J'ai envie de te poser la question, alors qu'elles soient rouges ou noires, parce qu'au fur et à mesure du temps, les couleurs ont un petit peu changé, mais c'est quoi ton coup de cœur combo canne moulinet aujourd'hui pour aller pêcher le bar, voilà, que ce soit en Bretagne ou en Normandie, peu importe, mais voilà, sur une combinaison comme tu l'as fait beaucoup, donc du linéaire, de l'attraction, de la pêche à gratter, des trucs comme ça, voilà, une petite canne un peu polyvalente, mais qui est vraiment un coup de cœur pour toi. Moi, je les ai vus, je les ai même testés parce que régulièrement, tu m'en as passé en disant, mais teste, tu vas voir, tu vas voir. Et c'est vrai que voilà, c'est un monde merveilleux. Mais dis-moi, c'est quoi ton coup de cœur combo moulinet canne? Alors, tu me connais déjà, partir avec une canne dans un bateau, c'est très compliqué pour moi. C'est minimum 4, ça a toujours été. Et Il a si quand j'ai une même, canne vraiment, je te coupe, mais il a quand même fallu que je passe à, je dis pas
connerie, 17 porte-cannes sur mon bateau pour qu'à 3, on arrive à mettre toutes nos cannes. Hein. Donc, en effet, il y a du choix. Allez, mais là, tu as le droit qu'à une, vas-y. Si j'ai vraiment le droit qu'à une seule, ça sera, et je le dis, hein, c'est la SP82 MH. C'est une canne qui fait 2,50 m en 14,42 grammes, qui répond à beaucoup de choix. C'est-à-dire qu'on peut pêcher en bordure parce que c'est une très très bonne lanceuse. Elle a une très grosse réserve de puissance. Elle a sur l'action, c'est assez progressif, donc du coup très peu de décroche. Elle permet de pêcher en traction relativement lourde, avec une grosse sensibilité. Elle est excellente pour pêcher hors de surface. C'est une canne qui m'offre beaucoup de polyvalence et qui m'a fait faire beaucoup de poissons. Dessus, je conseille de mettre un 4000. Assez lourd, mine de rien. Moi, dessus, j'ai un Twin Power pour bien régler la bascule. Et en tresse, souvent, je suis en PE1.5 avec un fluoro en 16 lb. Je monte assez fort parce que régulièrement, c'est une canne qui est faite pour moi, pour faire des gros poissons. Donc, je ne joue Ok. pas. Bon. Non, c'est toujours triste de piquer le gros poisson et de le perdre parce qu'il rentre sous une roche ou autre, Je quoi. les compte plus. Je sais, j'en ai vu beaucoup, j'en ai vu beaucoup. Euh, Tout à l'heure, tu nous as parlé de tes leurres de surface préférées. Tu as évoqué quelques leurres souples, mais voilà, j'ai envie de te poser un petit peu la même question. Question leurre souple, si je dois mettre allez, 2 ou 3 leurres souples différents dans ma boîte, je mets quoi et en quelle couleur? Bah, les coloris, c'est toujours pareil. Si on débute la pêche, je vais juste expliquer quelque chose avant. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de quelle heure, quel machin. Moi, j'ai commencé la pêche, je vous dis, à 6 ans, et j'ai fait toutes les erreurs possibles. C'est-à-dire acheter sur les sites internet, chinois, je ne citerai pas les noms, euh, fabriquer mes leurres moi-même. Pour moi, personnellement, quand on débute la pêche, c'est des erreurs à ne pas faire. Ça ne sert strictement à rien d'avoir 150 leurres dans sa boîte où on ne connaît pas. Pour moi, c'est une perte d'argent très claire. Et on se retrouve, on ouvre sa boîte, on se dit mince, qu'est-ce que je mets? Il vaut mieux déjà se centrer sur des vraies valeurs sûres, où on est sûr de faire quasiment sûr de faire des poissons, des vraies valeurs, peu de choses dans sa boîte, mais on sait que ça marche. Plutôt que de se disperser et de s'y perdre. Et en restant toujours sur des bases de coloris naturelles. Le bleu, le vert, le blanc, des dos un peu sombres, un peu noirs, avec des variantes un peu de bleu. Mais vraiment, rester simple. Après, il faut acquérir sa propre expérience de pêche pour affiner le reste. Mais au démarrage, il vaut mieux se centrer sur des vraies choses. Donc, par exemple, dans une boîte à pêche classique, par exemple, on se dit, voilà, on va parler, comme tu me disais, 3 leurres souples qui sont incontournables pour moi. Le Sayori que j'utilise depuis le début que je pêche au leurre, qui m'a toujours fait du poisson. Le Sayori, c'est un leurre qui s'utilise à partir du moment où il y a plus d'un nœud 5 de jus, qui se laisse un petit peu traîner dans le fond. Donc du coup, hop, j'ai un leurre qui répond à un paramètre, qui est très efficace. Après, je vais avoir le Matchad, qui répond très bien, même au-dessus d'un nœud 5, mais que j'aime bien utiliser entre un nœud et un nœud 5. Parce que ce leurre va pouvoir me permettre de faire des grandes tractions et d'aller chercher les poissons de la couche d'eau, ou même pratiquer du linéaire. Parce que c'est une chose que peu de gens font, c'est normalement on attaque une zone en linéaire pour d'abord voir si les poissons sont actifs dans la couche d'eau. Et le troisième, forcément un slug, un petit extérieur qui a toujours fait ses preuves. Je crois que ça fait 17 ans, je crois qu'il existe, mais il a toujours fait autant de poissons. Et contrairement, alors je vois beaucoup d'erreurs, si je peux donner un petit conseil, arrêtez de le secouer comme des gorées. C'est 2-3 saccades, une grosse pause, et on reprend 2-3 saccades, une grosse pause. C'est comme ça qu'on anime un X-Layer, et pas tout le temps le fouetter comme un gorée. Il est beaucoup plus efficace sur ces gros temps de pause. Alors là, je suis quand même épaté parce que tu vois, si moi j'avais dû lister ce que tu allais dire, je pensais que tu allais citer le Dark Sleeper quand même là-dedans, qui est un peu une Je te le nouveauté de réserve ces peut-être pour dernières plus années. tard. Attends. Ouais, d'accord, d'accord. C'est pour ça, c'est parce que tu anticipes un petit peu parce que voilà, moi je t'ai vu faire des super pêches avec ce leurre-là, mais aussi avec les autres bien sûr. Euh, Justement, parce que bah, tu as le privilège en tant qu'ambassadeur de savoir aussi ce qui arrive sur cette année 2024, les nouveautés, etc. Est-ce qu'il y a des nouveautés Ultimate qui te semblent, alors j'imagine qu'il y en a plein, mais est-ce qu'il y en a une ou deux qui te semblent vachement plus intéressantes pour le Ouais. type de pêche que l'on réalise et dont tu as envie de nous parler, de nous présenter, de nous montrer, peut-être as-tu, je sais pas, mais voilà. La question que j'attendais. Et donc forcément, oui, il y a des nouveautés qui vont arriver, notamment un Dark Sleeper, là, qui va sortir
en 4,5 pouces en 35 grammes. Parce que pour moi, le Dark Sleeper cette année, c'est clairement au moins 60% de mes poissons. C'est un leurre, comme je disais, qui permet d'aller chercher des gros. Plus que c'est un leurre qu'on laisse vraiment aller chercher toutes les structures du fond, qui permet de descendre dans les trous sans s'accrocher, du moins très très rarement. Il se décroche très facilement. Et c'est vraiment un leurre hyper efficace. Simplement, il faut lui faire confiance. C'est prendre son temps, lancer. Et on avait, voilà, on a eu des résultats de malades. On a fait, pour preuve, hein, pour ceux qui veulent voir, on a fait des vidéos, on a fait plus de 100 poissons dans la journée au Dark Sleeper. Mais suite à notre demande, donc voilà, on voulait un peu plus gros et un peu plus lourd pour pouvoir aller chercher des profondeurs, les grandes failles qu'on a comme sous le phare de la poterie, des choses comme ça, où on est plus dans les 11 mètres d'eau avec un peu plus de courant. Donc, voilà, ils ont répondu à nos attentes. Donc, ils vont sortir en 4,5 pouces et en 35 grammes. Et dans l'année, il va sortir en 45 grammes et 55 grammes. Donc, il va nous Ouais, permettre d'aller chercher un peu plus profond, avec un peu plus de jus, aller pouvoir les taquiner encore mieux. Et ouais. pour cela, ils ont sorti la canne prévue pour le Dark Sleeper. C'est une nouvelle gamme de cannes qui s'appelle les Akuru. Elle s'appelle la SP86MH. En fait, c'est des cannes qui ont des actions de pointe, mais avec comment expliquer? En combat, c'est progressif. C'est-à-dire qu'elle est limite parabolique. Ce qui permet D'accord. vraiment de ne pas décrocher les poissons. Elle a vraiment une très très grosse sensibilité. Donc, dû à son action de pointe, où on a une très grosse résonance, elle fait quand même 2,59 m, donc très très bonne lanceuse. Et par contre, en action, c'est vraiment impressionnant. Au moment où on fait le poisson, elle engage vraiment sur toute sa longueur et on sent vraiment qu'elle absorbe les coups de tête, mais elle a la puissance pour les sortir parce que forcément, vu qu'on va les chercher dans des endroits très, très esquintés, elle a la puissance pour les sortir très rapidement. Ok. Donc voilà, Et ça c'est mes. tu as dit quoi la marque? Tu m'as dit quand? C'est Tenryu toujours qui fait ça. Mais D'accord. c'est la nouvelle game qu'ils ont sortie, ça s'appelle les Akuru. D'accord. Bon, bah écoute, à découvrir chez vos magasins préférés. Oui, c'est pour moi les deux plus gros coups de cœur qui je vais présenter très souvent cette année. Ça et il y a un petit poisson nageur aussi que j'aime beaucoup de Megabass, le Ito Shiner. Contrairement à un PN classique où il a tendance à comment expliquer à nager comme les bavettes qu'on voit classique, vision assez linéaire, juste en faisant un petit waki très serré. Là en fait il va vraiment envoyer du rolling, un très très D'accord. gros flash. C'est vraiment essayer et avoir. Ça sort complètement dans ce qu'on peut voir d'habitude. Là, vraiment, on en voit vraiment les flancs avec des gros flashs lumineux. Et ça, je pense que je vais vraiment m'appliquer dessus. Je pense qu'il y a moyen de faire vraiment de grosses choses avec. Bon, on va suivre tes vidéos YouTube pour voir si tu arrives à nous faire des beaux poissons là-dessus, mais je suis pas trop inquiet. Bon, dans tes multi-casquettes, hein, parce que monsieur en a beaucoup quand même, tu es aussi membre de l'association LH Fishing. LH Fishing qui est aussi l'association organisatrice du concours LH Fishing. C'est la version 4, si je dis pas de bêtises, cette année, en Oui, 2024. oui. Alors, bah, est-ce qu'il y a des nouveaux... Ah, déjà, est-ce que ça va avoir lieu? Est-ce qu'il y a des dates? Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? Voilà, tu peux nous parler un petit peu de ce concours? Bah, en fait, c'est un concours qu'on a créé avec l'ensemble de mes camarades, donc qui est, le groupe LH Fishing. On a créé ça dans le but de promouvoir un petit peu toute l'évolution de la pêche, c'est-à-dire le respect du poisson, le no-kill, et pour continuer à promouvoir ça, surtout pour les jeunes débutants. Pour ça, on a créé un open bar qui se situe en mer, mais aussi un street fishing pour emmener nos plus jeunes et les faire découvrir les bassins. On est vraiment une asso vivante où on essaye vraiment de partager toutes nos expériences de pêche, notamment via la chaîne YouTube et LH Fishing 76. C'est pour ça qu'elle a été créée hein, au premier lieu. Et après, bah, on a le gros événement, l'Open Bar WAV là, qui se déroule et qui plaît énormément. Et plus en plus, tous les ans, ça crée énormément d'engouement, puisque en 3 ans, on a fait plus de 1000 poissons sur la zone, qui sont bien sûr tous repartis à l'eau, en bonne santé, ce qui nous permet de faire des comptages et puis de partager un petit peu pour montrer que la population se porte quand même pas trop mal finalement sur nos côtes. Hmm. Et puis, alors, en termes des dates, on peut pas trop. Voilà, on a sorti les dates, ça sera le week-end du 8 septembre, mais on peut pas sortir les inscriptions maintenant parce qu'il y a beaucoup d'autres compétitions comme l'Open de Fécamp, l'Open des Glénans. Donc, on essaye de pas tous se marcher sur les pieds. Mais sinon, oui, il y aura le street fishing qui aura lieu début juin et l'open bar qui aura lieu le week-end du 8 septembre.
Voilà, et toujours avec de magnifiques dotations. Je pense que c'est un des concours qui a les plus belles dotations en proportion de sa taille On vous gâte. chaque année. Non, j'ai Non, quelque mais chose de plus. bah, Ouais. non, 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 mais c'est vrai qu'on voilà, on essaye de. Faut savoir qu'on voilà, on n'est pas dans une asso où le but c'est s'en mettre plein les poches, on s'en fiche complètement. Le but c'est vraiment dans le partage. Pour preuve, on fait des énormes dons à la SNSM suite à ce concours. Et puis vous êtes largement récompensés. Nous, le but c'est vraiment de promouvoir la pêche et que vous passiez tous vraiment un super moment. Bon, je recommande pour y avoir été, même si vous le savez, moi je suis pas passionné de concours à titre perso, mais j'ai eu la chance d'accompagner les premières versions et ça c'est vraiment un super moment avec beaucoup de monde et beaucoup de rigolade aussi parce que le but des concours c'est aussi de rencontrer les copains. Comme les salons ont tendance à disparaître, c'est aussi de bons moments à partager. Donc ouais, Romain, on arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Surtout partez pas parce que vous allez voir, il y a un petit truc marrant. Enfin, en tout cas, moi, ça va me faire rire, qui va arriver juste après. Mais avant qu'on en arrive là, moi, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que tu as un truc marrant, un truc surprenant qui t'est arrivé à la pêche, que tu as envie de nous raconter? Voilà, la petite anecdote qui fait rire. Moi, j'en ai deux sur toi. Je vais les raconter juste après, à moins que ça soit la même que celle que tu vas dire. Mais voilà, je te laisse nous raconter ton anecdote préférée et qui te fait encore rire quand tu y penses. Bah, moi forcément, hein, du fait d'avoir commencé la pêche avec mon père, j'ai toujours un peu cette nostalgie-là. Et j'avais un peu, comme je disais toujours, Pierre Richard dans le bateau. Et moi, j'ai une super anecdote. Donc, ce fameux requin qui a été pêché, le requin taupe d'1,86 m. Donc, on le fait, on le remonte à bord du bateau. La première chose qu'il a fait, c'est choper le mollet de mon père. Donc, Aïe. j'ai encore l'image de mon père en train de se faire becter le mollet, en train de secouer sa jambe pour essayer de se débattre. Et la meilleure idée qu'il a eue, c'est de prendre un couteau pour vouloir le tuer tout simplement, hein, et de rater son coup et d'envoyer le couteau dans le boudin du bateau. Et vraiment, la situation était juste extraordinaire de voir mon père en train de se débattre avec un requin qui lui mord le mollet, le couteau dans le boudin, on est ancré, il faut désancrer, rentrer au port. C'était juste magique pour moi. Et là, clairement, c'est vraiment la situation où sur le moment, on n'en rigole pas, mais après, ouais, c'est très très Ouais, bonne anecdote pour moi. quand on rentre après ce genre de choses, en effet, on a le droit d'en rigoler et c'est vrai que voilà, ça te fait un beau souvenir. En plus, voilà, les souvenirs avec son père, c'est toujours des choses incroyables. Mais là, franchement, il y a ouais, Pierre Richard, je crois qu'on peut le dire, quoi. Ah ouais, Et moi, ouais, j'ai envie de raconter deux anecdotes sur toi. Une où on était tous les deux et une que j'ai vue à distance. Parce que tu es quand même le seul mec qui a fini à poil au milieu du salon de la pêche de Nantes. On est d'accord? je Monsieur a pense quand que je même, suis le seul, ouais. je pense, hein, monsieur s'est jeté à poil dans un bassin pour aller récupérer un leurre parce que celui qui récupérait le leurre avait le droit de gagner une canne Tenryu, je crois, hein, de mémoire. Hein, je dis pas de bêtises, c'est Exactement, ça? ouais. Voilà. Exactement, oui. Donc voilà, vous avez devant vous le gars qui finit à poil pour une canne Tenryu, quand même. Et puis j'en ai C'est une souvent deuxième. comme ça qu'on me reconnaît, hein. Ah ouais? Je sais pas, écoute. Et puis moi, j'en ai une qui me fait toujours rire parce que quand j'y repense maintenant, c'est que j'ai quand même failli finir à la baille une fois. On était tous les deux. Et voilà, on buvait un coup avec un autre bateau qui était accosté auprès de nous. Et je sais pas ce que j'ai fait. En fait, je tenais le bateau qui était à côté et avec mon cul, j'ai mis la marche arrière, je crois. Et donc le bateau est parti en arrière. Et sauf que moi, j'étais pendu entre les deux bateaux. Et là, bon, ça va. Romain a eu. Alors c'était en plein hiver, hein, je crois, ou vraiment peut-être mars-avril. En tout cas, il faisait pas bien chaud. Et je pense que finir à l'eau ce jour-là aurait pas été très 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 drôle. On est fini à l'eau nous plusieurs fois pour le plaisir. Mais là, ce jour-là, je crois que ça n'aurait Volontairement. pas été voilà, volontairement. Et là, c'était voilà. Et quand j'y pense, ça me fait encore beaucoup rire. Eh, vous croyez que c'est le moment de vous dire que c'est moi qui ai accéléré ou pas? Bah écoute, ok, je note, je te revaudrai ça la prochaine sortie, mon cher. Bon, on arrive à la fin. Et pour finir, j'ai envie de te faire un petit interview dilemme. L'interview dilemme, c'est que je vais te proposer deux choix. Et entre les deux choix, bah, tu vas nous dire, et tu n'as pas le droit à d'autres choix, tu vas nous dire ce que tu choisis. Du style blanc-noir, tu préfères le noir ou tu préfères le blanc. Tu as quelques secondes, mais vraiment très peu de temps, et tu dois répondre vraiment à l'instinct pour qu'on essaye de te connaître un petit peu mieux, et on va finir là-dessus. Alors, est-ce que tu es prêt? Vas-y, je suis chaud. Alors, si je te dis pêche en mer ou pêche en eau douce? Pêche en mer. Pourtant, de ce que je te vois faire en eau douce en ce moment, je pense qu'il y a des trucs à creuser. Ma mère, c'est ma Si je... mère. Bien dit. Si je te dis pêche au bar ou pêche au lieu? Pêche au bar.
si je te dis on fait la fête ou on va à la pêche? On fait la fête en allant à la pêche. Ou alors, parce que ça je l'ai vu souvent, Ouais. je t'ai vu Bon, faire bon. la fête toute la nuit et te retrouver à 4h du matin à la pêche, ça je l'ai vu. Allez, si on part en eau douce, je te dis cendre ou brochet? Cendre. Mhm. Et pêche au leurre souple ou pêche au leurre dur? L'ordure. On s'est fait des sessions avec pas mal de musique sur le bateau, plutôt reggae ou plutôt rock? Plutôt rock. Allez, on part dans les leurres, je te dis Dark Sleeper ou Sayori? Dark Sleeper. Mhm. Rhum ou bière? Rhum. Ouais, avec ce qu'on a vu sur le bateau, je peux t'assurer que c'est vrai. Allez, on passe à la surface. Pachinko ou Asturie? Tu t'es prononcé tout à l'heure, mais là, faut choisir. Asturie. Pêche en traction ou pêche à gratter? Traction. Oh, et la question bonus, la dernière. Bézo ou Romain? Le Bézo. Ouais, mon Bézo à moi. Merci Mais Romain que pour pour ce les moment. personnes qui me connaissent, hein, pas pour les enfants de 20 ans. Hein. Hein, j'en ai 31, moi. Quand les gamins de 16 ans, ils m'appellent Bézo, ça suffit maintenant. Hein. C'est devenu ton petit nom, j'en suis désolé, c'est à cause de moi. Ah, y a pas Bon, de écoute, problème. un grand merci Romain, c'était un moment sympa. J'espère que si vous avez écouté, que ça vous a plu. C'était le premier podcast. Il y en aura d'autres. On va essayer d'en faire un tous les mois avec des pêcheurs au moins de la trempe de Romain. Ça va être compliqué à trouver. Mais voilà, j'ai déjà quelques noms qui ont dit OK, donc on devrait avoir d'autres épisodes à très sympas. Moi, Romain, j'ai envie de te dire que je suis très pressé de rentrer en Normandie parce que la prochaine fois que je rentre avec un petit peu de temps en Normandie, eh bien, d'abord, je vais me couvrir très très fort parce que je pense que je vais avoir froid. Et deuxièmement, on ira à la pêche ensemble parce que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas pêché ensemble. Un petit C'est mot de clair, conclusion pour c'est toi? clair. Bah écoutez, moi, à part que j'ai passé un très bon moment, que j'ai hâte de refaire une petite partie de pêche avec toi, parce que clairement, ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment là qu'on n'est pas sorti ensemble, là, ça commence à manquer. Et puis bah n'hésitez pas à me suivre parce qu'il y a encore d'autres projets qui arrivent, pas mal de petites choses, de petites surprises là qu'on va essayer de faire, pas forcément avec l'assaut, mais que ce soit avec un peu un tout global. Je vous en dis, j'en dis pas trop parce que pour l'instant c'est encore en étude de projet, mais il y a des belles choses qui vous attendent. Ça marche. Vous jouez les copains, ciao et à très 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 bientôt. Allez, ciao les copains!